Le crissement des freins sur une route mouillée, les yeux du conducteur remplis d'horreur, un bruit d'impact qui te déchire les tympans. Tu rouvres les yeux alors que la pluie tombe sur ton visage et tu ne distingues d'abord rien à travers le flou. Puis ta vision s'éclaircit et tu vois le ciel gris et la tache noire d'un visage au-dessus de toi. « Est-ce que ça va ? Je suis vraiment désolé, je ne vous avais pas vu. » Tu te lèves avec l'aide du conducteur qui t'a renversé. Heureusement, à part les vêtements déchirés, aucun dommage grave n'est à déplorer et tu ne ressens même pas de douleur. Ton exosquelette a encaissé la totalité de l'impact. Le chauffeur te propose d'appeler une ambulance, mais tu refuses poliment. Pourtant, vous attendez tous les deux l'arrivée de la police. Tu leur dis que c'est de ta faute car tu as traversé la rue au mauvais endroit. Ils te rappellent à l'ordre et vous laissent partir tous les deux. Une fois chez toi, tu enlèves ta chemise et tu vérifies les plaques de chitine sur ton flanc. Elles ont l'air absolument intactes. L'exosquelette est une merveilleuse caractéristique de l'évolution après tout. Les plaques sont assez solides pour encaisser un choc important sans se casser. Mais elles sont aussi flexibles, agissant un peu comme un ressort quand quelque chose les heurte. Au fait, à propos de ce choc, tu te souviens bien que tu n'as pas traversé la rue aussi vite qu'avant. Tu fronces les sourcils et tu balances tes bras et tes jambes. Puis tu te penches pour vérifier tes soupçons. C'est vrai, il t'est devenu plus difficile de bouger, la carapace est trop rigide. Bon, il est temps de muer alors. Tu prends quelques grandes respirations, puis tu inspires aussi fort que tu peux. Tu entends des craquements derrière toi. C'est la coquille dure qui se désagrège. Ton corps a grandi et il est gêné à l'intérieur de l'exosquelette. Mais la partie extérieure ne grandit pas, contrairement au reste, elle n'est pas vivante. Tu retiens ta respiration, la poitrine gonflée, et finalement la fissure est assez grande pour que tu puisses enlever la carapace. Mais d'abord, tu te lèves et tu prends un petit pied de biche dans ton bureau. Gardez-la pour cette raison précise. Tu le glisses sous les plaques de tes bras et tu libères les articulations de tes coudes. Ah, ça soulage. La chose dure tombe sur le sol et en dessous il y a une peau douce et ridée qui devient de plus en plus dure à mesure que tu la regardes. Avec tes nouveaux bras un peu plus grands, tu termines de t'extraire de la carapace. Super, maintenant tu es rose et ridé et ta sensibilité a augmenté. Ta nouvelle peau est tendre au toucher, elle ne tolère aucune agression. Il faudra une nuit pour que le nouvel exosquelette durcisse et devienne protecteur, alors tu t'allonges à nouveau sur ton lit et tu t'endors. Le matin, tu es à nouveau couvert de plaques dures. Parfait. Le téléphone vibre et tu vois un rappel. C'est samedi, l'heure de ta course de luge hebdomadaire. Tu t'habilles vite, prends ton sac de sport et tu pars. Tu décides de conduire ta moto jusqu'à la salle de luge. Pas besoin de protection, la carapace est assez dure pour supporter n'importe quel type d'accident. Le vent ébouriffe agréablement tes cheveux et en 20 minutes, tu y es. Tes coéquipiers te saluent du haut de la piste, déjà en tenue de sport. Aujourd'hui, tu as accepté d'essayer d'affronter la plus longue piste avec plusieurs virages serrés et un départ en hauteur. Tu passes en premier. Le vent te souffle immédiatement au visage. La vitesse augmente de plus en plus. Le premier virage serré arrive. Tu tends ton bras sur le côté pour ralentir et tourner et tu y arrives. Mais le deuxième virage apparaît trop vite et tu ne réagis pas à temps. Ça se passe comme au ralenti. Tu t'approches du virage, la tête la première en essayant de faire un grand écart, mais en t'inclinant un peu, puis tu glisses tout droit sur la rampe. Et tu es en l'air, tu voles au-dessus. Le sol de la salle se rapproche. Smack. Tu roules dans le gazon artificiel en protégeant ta tête avec tes bras. Tu te relèves lentement en tâtant ton corps partout pour voir les signes de fissure dans la carapace. Tes coéquipiers arrivent inquiets. Tu sembles aller bien, mais il y a un grincement et une douleur sourde sur le côté quand tu inclines ton torse vers la gauche. Tu t'excuses et tu pars à l'hôpital le plus proche. Le médecin inspecte ta carapace et ordonne une radiographie. Sur la photo, tu vois un petit éclat entre deux plaques qui va directement dans les tissus mous en dessous. C'est de là que vient la douleur. Le fait est que les plaques dures et flexibles sont fermement reliées aux muscles et aux autres tissus en dessous. Donc si quelque chose se trouve entre les plaques, cela va dans ton corps proprement dit. Le médecin prend une pince à épiler sur son bureau et retire soigneusement l'écharde. Tu ressens une douleur aiguë, puis un soulagement. Tu la remercies et tu t'apprêtes déjà à partir quand tu entends un gémissement derrière un rideau au fond du bureau. Puis le rideau ondoie un peu et tu vois un bras humain, mais il a l'air étrange. Comme si la carapace avait explosé. Quelqu'un est en train de muer ici ? Tu regardes le docteur avec surprise, mais elle se lève soudain et te fait sortir d'urgence. Tu décides de découvrir ce qui se passe et de rester à proximité en surveillant discrètement le cabinet du médecin. Les patients vont et viennent, mais à l'heure du déjeuner, tu saisis ta chance. Le docteur part et oublie de fermer la porte à clé. Tu jettes un coup d'œil et tu te faufiles à l'intérieur pendant que personne ne regarde. « Docteur, c'est vous ?» Une voix vient de derrière le rideau. Tremblant de peur et d'appréhension, tu mets la main dessus. Tu prends une profonde respiration et tu l'ouvres.
Derrière, sur un divan, un homme est allongé, couvert de bandages jusqu'au visage, avec seulement quelques parties du corps visibles à travers les couches blanches. Et ces taches ne portent aucune trace de carapace. L'homme te regarde en état de choc et appuie sur le bouton qu'il tient dans sa main droite. Presque aussitôt, la porte s'ouvre et 2 paires de mains puissantes te prennent sous les aisselles et te tirent hors du cabinet. Tu sens alors une piqûre aiguë dans ton cou et le monde s'assombrit. Tu te réveilles à cause du bruit et des tremblements. Tu entends des voix silencieuses et tu ouvres les yeux juste un peu. Par les fentes, tu vois que tu es dans un fourgon et juste au-dessus de toi se trouve le médecin de l'hôpital. Mais elle est différente. Ses mains et son cou sont bien couverts de carapace, mais son visage a l'air nu et vivant. Elle te regarde et ses yeux s'élargissent. Elle crie « Arrêtez le camion !» et s'empresse de prendre quelque chose sur le banc à côté d'elle. Elle l'applique sur son visage et tu vois que c'est un masque de carapace. Le fourgon commence à ralentir et de nouveau tu saisis ta chance. Tu te relèves et te jettes sur la porte arrière du camion, la forçant à s'ouvrir. Tu atterris mal, tu te mets debout et tu cours. Derrière toi, le médecin crie « Stop, s'il vous plaît, attendez !» Mais tu cours encore plus vite. Tu réussis à faire du stop jusqu'à ton quartier et à rentrer chez toi à pied. Mais quand tu t'approches de ton immeuble, tu vois un fourgon suspect stationné non loin. Avec l'horreur, tu réalises que tu as donné toutes tes coordonnées à l'hôpital lors de l'enregistrement. Ils savent qui tu es et où tu vis. Tu te retournes pour courir avant qu'ils ne te remarquent, mais tu ne fais que tomber à nouveau sur le faux médecin. Tu recules lentement, mais il y a déjà 2 grands hommes qui viennent vers toi depuis le fourgon. Tu regardes autour de toi en panique, mais le docteur lève la main en signe de paix et te demande de bien vouloir discuter à l'intérieur. Tu ne sembles pas avoir le choix, alors vous rentrez tous les 2 chez toi, laissant les hommes dehors. Lorsque vous vous asseyez, le médecin enlève à nouveau son masque. Il s'avère qu'elle est née avec une anomalie génétique. Son squelette n'est pas à l'extérieur de son corps, mais à l'intérieur, et il a une structure osseuse. On s'est moqué d'elle pendant son enfance. D'autres enfants l'appelaient Marie la rachitique. Alors elle a pris les vieilles carapaces de ses parents et les a adaptées à sa taille. Elle a consacré le reste de sa vie à trouver d'autres personnes comme elle, tout en cachant sa véritable identité aux autres. Mais le seul qu'elle ait pu trouver jusqu'à présent est l'homme que tu as vu dans son bureau. Il a eu un accident de voiture et sa vieille carapace empruntée ne l'a pas sauvé des blessures. Et puis tu es arrivé. Après son histoire, le médecin s'est excusé pour son comportement et t'a demandé si tu voulais participer à cette nouvelle expérience. Elle voulait se donner à elle-même, à cet homme, et à d'autres personnes comme eux, une chance de vivre une vie normale parmi les autres. Et pour cela, elle avait besoin de parties d'une carapace qui n'a pas encore été muée. C'est sans danger, assure-t-elle. La carapace va repousser comme toujours. Et après avoir réfléchi un peu, tu acceptes. Elle te sourit et te remercie. Tu te rends dans un laboratoire que Marie a loué pour l'occasion et tu t'allonges sur le billard. Tu vois Jacques, l'homme blessé de son cabinet, sur une table à côté, inconscient. Le médecin dit qu'elle devra te faire une anesthésie générale et te mettre sous analgésique pour prendre les échantillons de ta carapace. Tu fais un signe de tête et elle t'injecte le médicament. Tu te réveilles avec une sensation de fraîcheur dans ton corps. Tu te regardes et tu vois une peau fraîche, qui se durcit lentement comme l'ancienne. Au-dessus de toi se tient Marie. Elle sourit, les larmes aux yeux. Tu regardes sur le côté et tu vois Jacques, assis sur la table, avec la carapace qui s'accroche parfaitement à son corps. L'année 2160. Le lieu, l'océan Pacifique, au large des côtes du Japon. L'océan semble calme, du moins la surface semble l'être. Mais le fond est en train de se fissurer. Boum! La terre s'ouvre, le magma jaillit. La fissure déclenche un tremblement de terre et une quantité massive d'énergie est dégagée dans l'océan. Et maintenant, la gravité entre en jeu. Elle tire l'eau vers le bas et la déplace de plus en plus vite. C'est un tsunami. Une vague aussi haute qu'un gratte-ciel fonce vers Tokyo à 800 km/h. Cela représente des millions de tonnes d'eau. Ce serait génial de la prendre en photo, mais nous n'avons pas le temps d'admirer la puissance de la nature. Le tsunami est sur le point de frapper la baie de Tokyo. La vague s'écrase sur le rivage et commence à attaquer la plus grande structure de la planète, la métropole pyramidale de Tokyo. Elle fait 2000 mètres de haut, soit 5 fois la hauteur de l'Empire State Building. Imagine que toute la population de Denver dans le Colorado vive et travaille dans un seul bâtiment. La métropole pyramidale de Tokyo, MPT, peut accueillir 750 000 personnes à la fois. Étonnamment, la structure résiste à l'impact et la plupart de l'énergie du tsunami semble avoir simplement disparu. Cette fois, l'ingénierie tient tête à la nature. La MPT a été construite par la société Shimizu, qui a été fondée en 1804. La pyramide est la structure la plus stable qui soit. Si tu as du mal à le croire, va en Égypte et observe les grandes pyramides de Gizeh.
Elles ont déjà tenu au moins 4500 ans et sont toujours aussi solides. La MPT est construite sur l'eau et se compose de 204 pyramides individuelles. Elles ressemblent à des grappes de raisin empilées les unes sur les autres, 8 étages en tout. Seulement dans ce cas, chaque raisin a la taille d'un casino de Las Vegas. La MPT est creuse, c'est grâce à cela qu'elle résiste aux typhons et aux tsunamis. Elle ne prend pas le vent et les vagues de plein fouet, mais laisse toute cette énergie la traverser. Des robots et des systèmes de contrôle autonomes gèrent l'endroit. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Les pyramides sont reliées par des passages d'une longueur cumulée d'environ 137 km. Ils relient toutes les zones et sont entretenus par une intelligence artificielle qui trouve toujours le moyen le plus rapide d'aller de la pyramide A à la pyramide B. La MPT est manifestement la ville du futur, mais la technologie humaine n'est pas encore tout à fait prête pour cela. À l'origine, les ingénieurs ont décidé d'installer la pyramide sur 36 colonnes, toutes ancrées dans le fond de l'océan. Si tu construisais une pyramide de cette taille en acier et en béton, tu verrais 50 millions de tonnes de charge se presser sur elle-même. La MPT se serait effondrée sous son propre poids et aurait implosé dans l'océan. Il fallait quelque chose de 1000 fois plus léger que le béton, mais plus solide que l'acier. Alors, quel est ce matériau futuriste ? Regarde cette antiquité. C'est la première voiture de la planète dotée d'un moteur à combustion interne. Elle a pris la route pour la première fois en 1885. Et voici le premier satellite artificiel que les humains aient lancé dans l'espace. Il n'a fallu qu'une évolution pour passer de la première calèche sans chevaux à notre premier vol dans l'espace. Cette MPT n'a pas l'air si ridicule. Nous sommes capables de tout faire. La solution est le carbone, et il est partout. De la tige de ton crayon au diamant de ta couronne, de ta bague jusqu'à la mèche de ta perceuse industrielle. Mais il ne faut pas seulement du carbone ordinaire, il faut du graphène. C'est un type de carbone à partir duquel on peut fabriquer des nanotubes. Ils sont plus fins qu'un cheveu humain, mais 400 fois plus résistants que l'acier. Et le plus important, c'est qu'ils sont légers. Les nanotubes ne sont pas affectés par les produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Parfait pour la MPT. C'est juste une façon élégante de dire qu'elle ne va pas rouiller. Shimizu a des projets en vue d'une centrale électrique sur la Lune, ou d'une ville sous-marine, voire de transformer le désert du Sahara en une immense oasis, et bien plus encore. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir changer le monde. Les Pays-Bas font 2 fois la taille du New Jersey, et environ 30% de leur territoire se trouve sous le niveau de la mer. Pour protéger leur pays de l'eau, les Néerlandais ont construit des digues, beaucoup de digues. Mais ce n'est qu'une stratégie défensive. En 1986, ils ont décidé de passer à l'offensive et de reprendre une partie des terres à la mer. La première digue faisait 30 km de long. Elle a essentiellement transformé une baie en un lac. La deuxième a scellé l'affaire. Après 42 ans de travail, les Pays-Bas se sont offerts une toute nouvelle province, plus grande que Los Angeles. Les humains ont fait la même chose dans le monde entier, comme à Hong Kong, aux Philippines ou en Italie. Et si on construisait des choses sur une Terre qui est déjà de la Terre ? Avant les missions de la NASA vers Mars, le projet le plus cher de l'histoire était la construction du système d'autoroute inter-États des États-Unis. Il a fallu environ 35 ans pour le terminer. En monnaie d'aujourd'hui, il a coûté environ 530 milliards de dollars. Tout cet argent a permis d'achever 74 000 km de route, soit l'équivalent de presque 2 fois le tour du globe. Il y a plus de 270 millions de véhicules aux États-Unis, plus qu'au Japon, au Brésil, en Inde et en Allemagne réunis. Mais en termes d'efforts purs, les routes de Rome étaient bien plus impressionnantes. Plus de 2000 ans avant la première automobile, les Romains ont construit un énorme réseau de routes de 80 000 km de long. Elles s'étendaient de l'Irlande à l'Égypte et de la Turquie à l'Espagne. Les routes étaient plutôt sûres et les voyageurs pouvaient séjourner dans des hôtels, dîner dans des auberges ou faire parvenir un courrier par voie postale. Seulement environ 30% de la surface de la Terre est constituée de terre. Les océans, les rivières et les lacs du monde sont pleins de vie, et cela semblait être une tâche ridicule de cataloguer tout ce qui y vit. Mais 2700 scientifiques de 80 pays ont décidé de faire équipe pour accomplir ce but. Budget de l'opération, 650 millions de dollars. Ces scientifiques ont passé 10 ans à chercher des espèces anciennes et nouvelles. C'était l'un des plus grands projets scientifiques jamais tentés. Ils ont même découvert environ 6000 nouvelles espèces de poissons, de calamars et d'algues.
La Grande Muraille de Chine est immense, 21 000 km de murs, de barrières naturelles et de tranchées. Cela équivaut à environ 2 fois la distance entre l'Alaska et l'Australie. Elle a été construite sur une période de 2000 ans, sans camions, sans bulldozer, sans électricité. Juste la force brute des ouvriers. La Chine moderne n'a pas vraiment perdu la main. En 2 ans, la Chine a utilisé plus de béton pour la construction que les États-Unis ne l'ont jamais fait. De toute leur histoire. Routes, villes, aéroports, tout est gigantesque là-bas. Le barrage des Trois Gorges est clairement la nouvelle Grande Muraille de Chine. Plus de 2,3 km de long et 180 mètres de haut. Et il y a 3 fois plus de béton et d'acier que dans le barrage Hoover des USA. C'est la plus grande structure en béton du monde et elle a coûté environ 37 milliards de dollars. Plus d'1 million de personnes ont dû faire leur bagage et déménager pour lui faire place. La Suisse possède le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond de la planète. Sous les sommets enneigés des Alpes, les constructeurs ont creusé 56 km de tunnel. Chaque jour, 200 trains de marchandises et de passagers le traversent. La quantité de roches extraites pour construire le tunnel est à peu près la même que celle de 5 grandes pyramides. Le tout a coûté environ 12 milliards de dollars. L'Égypte est l'une des plus anciennes nations de la planète. Mais aujourd'hui, on y construit l'une des villes les plus récentes au monde. Elle fera à peu près la taille de Singapour et sera peuplée de 6 millions de chanceux. Il y aura des logements, des bâtiments gouvernementaux, des divertissements et même un opéra. Ainsi qu'un parc immense qui fera passer Central Park pour un petit jardin privatif. Quand elle sera terminée, ce sera la nouvelle capitale de l'Égypte. Pourquoi se donner tout ce mal ? Eh bien, car d'ici 2050, le Caire comptera environ 40 millions d'habitants et ils auront bien besoin d'une nouvelle ville. Les premiers vols vers la Lune ont coûté environ 280 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui. Mais SpaceX compte démocratiser cette expérience. L'entreprise prévoit de fonder une colonie sur Mars avec une population d'1 million de personnes d'ici 2050. Ils affirment qu'une fois le programme lancé, tu pourras acheter un billet pour Mars pour seulement 100 000 $. Mais le plus grand projet scientifique jamais réalisé est sans aucun doute la Station spatiale internationale. Elle pèse autant que 2 Boeing 747 et traverse l'espace à la vitesse de 28 000 km/h, soit 8 km par seconde. La station orbite autour de la Terre 16 fois par jour, ce qui ne coûte pas rien. Heureusement, tout un tas de pays se partagent la facture, mais c'est certainement le room service le plus cher de toute la galaxie. Il faut compter 10 000 $ pour livrer une bouteille d'eau de la Terre à la station spatiale. À ce prix-là, il est important de savoir si elle doit être pétillante ou plate. Et nous sommes prêts pour le départ. Le crocodile du Nil part bien plus vite que l'hippopotame. Il peut remonter le fleuve à contre-courant et son corps est conçu pour nager dans les rapides. Il pèse aussi lourd que 2 réfrigérateurs et est considéré comme le reptile le plus lourd de la planète. Il peut nager jusqu'à 35 km/h. L'hippopotame, lui, ne sait pas vraiment nager. Il se contente de marcher sur le fond et de se pousser sur les gros rochers qu'il trouve. Il peut fermer ses narines afin de glisser un peu sous l'eau. Mais il se laisse distancer par le crocodile. Le crocodile atteint la rive et commence à courir à travers le champ. Mais attention, l'hippopotame le rattrape à toute vitesse. Même s'il est énorme, l'hippopotame peut sprinter plus vite qu'un humain. Malgré l'avance qu'avait pris le croco, l'hippopotame est bien plus rapide que lui sur le sol. Et il traverse la ligne d'arrivée. Il a gagné. Bip bip. Et voici un grand géocoucou. Mais que fuis-tu comme ça ? Ah oui, c'est ce coyote. Mais attention, il te rattrape. Le grand géocoucou peut courir jusqu'à 30 km/h, voire un peu plus vite quand il a vraiment faim. Et malgré ce que l'on voit dans les dessins animés, le coyote est en fait 2 fois plus rapide que lui. Mais la version des Looney Tunes est quand même plus amusante. Sur la ligne numéro 1, venu tout droit d'Amérique du Sud, nous avons le paresseux hyper lent. Et à côté, sur la ligne 2, nous avons un escargot de jardin ordinaire. Et c'est parti pour la course de l'animal le plus lent du monde. La vitesse maximale du paresseux étant de 0,3 km/h, il n'est pas étonnant qu'on le compare à un oreiller géant en mouvement. L'escargot, lui, a pris un bon départ. Il peut traverser un petit quartier à la vitesse de 50 mètres par heure. Cet invertébré n'a qu'un seul pied qui est recouvert d'une couche de bave protectrice.
Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que le paresseux est toujours au même endroit. Il s'est endormi, et ça risque de durer car un paresseux peut dormir jusqu'à 15 heures par jour. Il dort plus de la moitié de sa vie. Oh, l'escargot est sorti de sa zone ensoleillée pour se rendre à l'ombre. Il est encore trop tôt pour savoir qui gagnera cette course effrénée. Un grizzly peut facilement distancer un humain. Si tu prépares quelque chose d'un peu trop délicieux pour un pique-nique, attends-toi à abandonner ton repas. La vitesse la plus rapide à laquelle un humain peut sprinter est de 45 km/h. Record établi bien sûr par Usain Bolt. Il serait donc probablement capable de s'enfuir à temps. Mais si tu es plus lent que lui, alors tu risques d'avoir des problèmes. Dans un sprint face à un grizzly, il te battra donc forcément. Mais de tous les ours, lequel est le plus rapide ? L'ours blanc, le grizzly, l'ours brun, l'ours des cocotiers ou le mignon petit panda ? À vos marques, prêts, partez ! La tension est palpable. Le grizzly et l'ours brun sont au coude à coude. Un ours brun peut facilement courir aussi vite qu'un grizzly. L'ours des cocotiers est le plus petit ours de la course. Il mesure environ 2 mètres de haut, ou de long. Bref, il n'arrive pas à suivre. L'ours polaire a pris un bon départ, mais il n'a pas l'endurance du grizzly ou de l'ours brun. Le grizzly prend la tête. Non, c'est l'ours brun. Le grizzly. Mais attends, où est le panda ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne crois pas qu'il soit intéressé par la course, mais il est trop mignon. Il vient de finir sa 3e tige de bambou. Un panda peut manger jusqu'à 13 kg de bambou par jour. Ça fait beaucoup. Mais ça y est, il a trouvé un raccourci et dévale la colline. Il passe en trombe devant le grizzly et l'ours brun. C'est fini, le panda a gagné. Désolé les ours. On sait tous que le panda n'est pas vraiment rapide. C'est même l'un des ours les plus lents. Néanmoins, si tu vois un panda dévaler une colline dans ta direction, cours! Un Boeing 747 peut atteindre la vitesse maximale d'environ 1000 km/h. L'oiseau le plus rapide est l'albatros à tête grise. Il peut voler jusqu'à 130 km/h et rester dans les airs pendant environ 10 heures sans atterrir. Le faucon pèlerin est plus rapide, mais seulement en piqué pour attraper une proie. Attention aux pigeons! Waouh! Les gros avions mettent du temps à prendre de l'altitude, mais il ne faut que quelques secondes à l'albatros. Il est en tête. Mais quelques minutes plus tard, retour à la course d'élan. Le paresseux s'est réveillé, tant mieux. Mais pour l'instant, il a juste levé un bras pour atteindre cette branche. L'escargot essaie toujours de passer ce gros rocher. Les paresseux passent le plus clair de leur temps aussi immobile que possible, pour éviter de devenir le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Pas génial pour s'entraîner à la course. Mais que se passe-t-il ? Un 3e joueur entre dans la course. C'est la tortue des Galapagos. Ses puissantes pattes avant tractent ce véritable tank vivant. Elle est 4 fois plus rapide que l'escargot de jardin. Ça devient intéressant. Voici une course qui va durer 1 siècle. La tortue court et esquive tous les obstacles. Rien ne peut l'arrêter. Pas de triche le paresseux. Arrête de jeter des branches de là-haut. Pendant ce temps, sous terre, une taupe creuse. Elle peut manger quotidiennement son propre poids en vers de terre et elle creuse environ 5 mètres par heure. Le blaireau d'Amérique est l'animal qui creuse le plus vite au monde et il est aussi très rapide sur terre. Il peut presque égaler la vitesse d'un humain dans un bon jour. Le blaireau gagne donc cette course de tunnel assez facilement. Dommage que la taupe ne puisse pas voir où elle va. Les taupes ne sont pas vraiment aveugles, elles ont juste une très mauvaise vue et elles sont daltoniennes. Et comme elles ne peuvent pas porter de lunettes... Ah, le fameux guépard! Il traverse la savane à toute allure. Je suis le mammifère terrestre le plus rapide depuis des millions d'années. C'est moi le boss. Le guépard le plus rapide enregistré était une sprinteuse nommée Sarah. À 11 ans, elle a couru le 100 mètres en moins de 6 secondes. Un guépard peut atteindre 130 km/h s'il voit quelque chose de savoureux. Sarah a grandi dans un zoo américain et elle a été l'un des premiers guépards à avoir un chiot en tant qu'ami. Alex et Sarah, amis pour la vie. Mais juste au-dessus de Sarah passe une toute petite chauve-souris et elle met Sarah à l'amende. La molosse du Brésil peut atteindre 160 km/h. C'est le mammifère le plus rapide de la planète. Maintenant, activons notre zoom. Notre premier concurrent est la cicindelle d'Australie. Elle fonce à la vitesse de 10 km/h. Cela peut paraître peu, mais ramenée à sa taille, elle va à la vitesse de l'éclair. C'est comme si un humain courait aussi vite qu'un train à grande vitesse. Dans le couloir intérieur se trouve la fourmi argentée saharienne. Les fourmis ont l'esprit d'équipe et sont plus fortes quand elles travaillent ensemble. Mais même seules, elles peuvent battre des records.
Elles peuvent soulever des centaines de fois leur propre poids et sprinter comme jamais. Si Usain Bolt peut faire 4 foulées par seconde, la fourmi argentée en fait 50. Les scientifiques ont même découvert qu'elles galopent littéralement lorsqu'elles atteignent leur vitesse de pointe. Et voici notre dernier concurrent, l'animal le plus rapide sur Terre. C'est un minuscule acarien qui n'est pas plus gros qu'une graine de sésame. Et il court presque 2 fois plus vite que la cicindelle. Si on le ramenait à notre taille, cet animal microscopique battrait tout ce qui existe sur la planète. Il dépasserait même le mur du son. Revenons à nos 3 plus lents. Ils ont déjà fini ? La tortue est en tête. L'escargot a finalement passé ce gros rocher et le paresseux est prêt à attraper une deuxième branche. La tortue est à moins d'1 mètre de la ligne d'arrivée. Waouh! Je ne peux plus supporter ce suspense. Mais je crois que j'ai le temps d'aller me faire un café. Il y a de la glace partout, aussi loin que porte le regard. Un désert blanc recouvre l'entrée de ta grotte, celle où tu vis avec le reste de ta tribu. Tout le monde est réuni autour d'un foyer pour essayer de se réchauffer, se racontant des histoires sur la tempête de neige de l'autre jour. Certains courent partout en jouant, en lançant des bâtons, tout ce que les gens faisaient pour s'amuser il y a 300 000 ans. Tu es l'un des premiers Homo sapiens à avoir marché sur la Terre. D'autres dorment ou se reposent simplement les yeux. Tout autour de la grotte, tu n'entends que des estomacs qui grondent. On dirait un animal sauvage qui rôde. Tu regardes par la bouche de la grotte et tu vois que la tempête s'est calmée. Il est temps de prendre des outils et de sortir en groupe. Dans la nature sauvage, tu trouves quelques baies couvertes de neige et des plantes qui pourraient être comestibles. Mais ce n'est pas suffisant pour nourrir toute la tribu. C'est l'âge de glace et il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse. Un de tes amis repère de grandes empreintes de pas dans la neige. La chasse est ouverte. Tu n'es pas capable d'identifier l'animal, mais il devrait suffire à nourrir tout le monde pendant quelques jours. Alors que tu t'enfonces dans la forêt enneigée, tu entends un grognement derrière toi. Tu espères que c'est ton estomac, mais tu jettes un coup d'œil derrière toi et tu t'évanouis soudainement. Une période glaciaire est une période pendant laquelle de grandes couches de glace recouvrent tout, modifiant la Terre de façon permanente. Elle est en partie responsable de l'élévation et de l'abaissement du niveau des mers, ainsi que de la disposition actuelle des continents. Imagine des couches de glace épaisses et monstrueuses étalées sur ce qui est aujourd'hui le Canada, la Scandinavie, la Russie et même l'Amérique du Sud. Tout cela a entraîné un changement radical du niveau des mers et une chute spectaculaire des températures dans le monde entier. Et on ne parle pas d'une seule période glaciaire, il y en a eu plusieurs. Les scientifiques affirment qu'il y a eu 5 grandes périodes glaciaires au cours de l'histoire, qui ont duré des millions d'années. Et nous sommes en plein milieu de l'une d'elles en ce moment. Détends-toi, ne panique pas. Cela ne signifie pas que nous allons tous dormir à côté de feux de camp pour essayer de nous réchauffer après avoir passé la journée à chercher des mammouths laineux. Et non, il n'y aura pas de tempête de glace géologique massive qui gèlera tout sur son passage. Les âges glaciaires comportent des périodes plus chaudes qui vont et viennent et durent des dizaines de milliers d'années. En fait, il y a des milliards d'années, la Terre était une boule de neige géante sans vie. Et le Soleil de l'époque n'était lui aussi qu'une jolie petite boule de gaz incandescent, sans assez de chaleur pour faire fondre toute cette glace. Mais à mesure que le Soleil est devenu plus gros et plus chaud, la glace de la Terre a lentement fondu, créant la sphère verte et bleue que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons dans la période glaciaire quaternaire, qui dure depuis 2,6 millions d'années, et elle n'est pas finie. Certains animaux ont prospéré pendant cette dernière période glaciaire, comme les baleines et les requins. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire depuis des lustres. En dessous d'eux se trouvent les phoques, certaines espèces de poissons, les loutres et jusqu'au minuscule plancton. Et plus haut, sur la surface froide, les mammifères ont dû se faire pousser une fourrure épaisse et hirsute pour rester au chaud. Les anciens mammouths, rhinocéros et bisons étaient connus pour avoir d'épaisses couvertures sur eux. Ils étaient superbes. Ils étaient herbivores et mangeaient de petits arbustes et l'herbe qu'ils pouvaient trouver. Mais il y a plusieurs milliers d'années, les températures ont commencé à augmenter et la plupart de ces animaux se sont éteints. Ceux qui sont restés ont évolué pour devenir les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros actuels. Tu te réveilles de ta torpeur et tu te retrouves face à une créature qui ressemble un peu à un lynx des temps modernes.
sauf qu'elle est beaucoup plus grosse et plus poilue. C'est un smilodon, une version épique du tigre à dents de sabre, avec un regard méchant. Il fait à peu près la même taille qu'un lion mâle et possède 2 crocs avant qui font réfléchir à 2 fois avant de quitter la sécurité de la grotte. Ils ont l'air effrayants, mais les scientifiques pensent que leur morsure n'était pas aussi puissante que celle des tigres ou des lions actuels. Ce qui les rendait coriaces, c'était leurs pattes avant géantes qu'ils utilisaient pour terrasser quiconque les cherchait. En meute, ils étaient même capables d'abattre des mammouths. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas envie de te réveiller à côté de ce chaton. Il te regarde fixement, prêt à bondir. Mais toi et tes amis, restez calmes et reculez lentement. Tu as l'idée géniale de lancer une pierre pour le distraire, puis de courir. De nos jours, il est presque impossible pour un humain d'échapper à un lion ou à un tigre, mais les humains de l'époque étaient beaucoup plus en forme. Une fois le danger passé, tout le monde continue à chercher de la nourriture. La nuit tombe et tu n'as rien trouvé à rapporter à la grotte. Soudain, tu sens une odeur de brûlé. Au loin, tu vois une fine colonne de fumée qui s'élève dans le ciel. Un autre campement, tes amis et toi vous regardez les uns les autres et vous approchez de la fumée avec précaution. L'Homo sapiens est apparu il y a environ 2 à 300 000 ans. Mais l'histoire humaine n'a pas surgi de nulle part. Il y a 7 millions d'années, certains hominidés existaient déjà. Ils ont laissé leurs ancêtres chimpanzés dans la jungle et ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Au cours des millions d'années qui ont suivi, il y a eu plus de 20 espèces humaines différentes. Certaines sont nos ancêtres, d'autres étaient les rameaux d'une branche complètement différente. Certains étaient tout petits, d'autres mieux adaptés aux temps chauds ou froids. Avant même de t'en rendre compte, tu vois un groupe d'hommes de Néandertal qui préparent de la viande et aiguisent leurs outils. Les Néandertaliens ont été les premiers à migrer vers l'Europe. Les scientifiques pensent qu'ils étaient là il y a 40 000 à 400 000 ans. Ils occupaient toutes les zones entre l'Europe et l'Asie, alors que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre, était encore tout en bas en Afrique. Tu entres dans leur camp et tu vois immédiatement leurs différences. Ils sont trapus et ont une apparence un peu différente, mais il y a des similitudes, comme les dents plates pour mâcher et ronger, et des crânes volumineux pour abriter leur gros cerveau. Ils portent même des vêtements comme toi. Selon les archéologues, ils vivaient dans des abris et fabriquaient des outils avec des pierres, des bâtons et des os. Ils t'accueillent à l'intérieur et te donnent droit à une visite guidée exclusive. Tu rencontres officiellement une autre espèce humaine. Ils t'emmènent au fond de leur grotte et te montrent certaines de leurs peintures rupestres. Ils étaient les premiers artistes de leur époque. Beaucoup de leurs galeries existent encore aujourd'hui, comme celles que l'on trouve en Espagne. Tu connais leur style, des peintures minimalistes de serre, une grande empreinte de main. Ils se sont aussi essayés à la fabrication des bijoux. Ils fabriquaient des colliers avec des serres d'aigle et des crocs d'oiseaux. Ils ont aussi probablement été les premiers à exploiter le pouvoir du feu. L'ont-ils découvert lorsqu'un éclair a frappé un arbre ? Ou lorsque l'un d'eux a tapé un caillou sur un autre caillou, créant une étincelle? Personne ne le sait vraiment. Mais ils ont été capables de le reproduire et de l'utiliser pour se chauffer, cuire des aliments, voir dans l'obscurité et se protéger. Après cette super visite, tu restes autour du feu de camp pour te réchauffer. Ils t'offrent même quelques vêtements supplémentaires pour le voyage de retour, principalement d'épaisses fourrures de mammouth. Si seulement vous pouviez vous parler, ce serait génial. Mais la nuit tombe et tu dois retourner dans ta tribu. Tu fais tes adieux et tu les remercies de t'avoir appris à dessiner un cerf et pour la nourriture qu'ils t'ont donnée. La période glaciaire a été importante pour le développement de l'Homo sapiens moderne. En raison du froid extrême et d'autres conditions difficiles, ils ont dû s'adapter pour survivre et se montrer aussi intelligents qu'innovants. Ils ont développé des outils avancés et utilisaient même des aiguilles en os pour se coudre des vêtements chauds. Ils ont peut-être organisé le tout premier défilé de mode. Lorsque le climat a commencé à se réchauffer, ils ont développé des techniques agricoles pour assurer leur subsistance et se sont principalement installés près de grandes étendues d'eau comme les rivières ou les lacs. Tandis que d'autres ont choisi d'être près des mers et des océans. Ils ont même été les premiers à domestiquer les animaux. Avance rapide de quelques centaines de milliers d'années, et nous voici.
Ok, commençons par un échauffement. Nous allons faire des étirements du globe oculaire. Tu auras 7 secondes pour chaque image. Ces filles ressemblent à des jumelles. Une petite chose est différente cependant. Tu la vois ? Une seule d'entre elles a de belles joues roses. J'adore ces motifs. Les groupes semblent identiques, mais le sont-ils vraiment ? Il manque une rayure à l'un des œufs de la deuxième photo. Je suis sûr que tu l'avais vu. Tout le monde à bord. Le navire est sur le point de partir. Peux-tu trouver ce qui ne va pas ici ? L'entrée du quai est trop étroite pour un navire de cette taille, ou pour tout autre navire d'ailleurs. Quel magnifique coucher de soleil! Est-ce que tout semble normal? Les couleurs sont parfaites, mais les couchers de soleil ne se produisent pas à 2 heures. Ce couple doit passer un chouette moment à la plage, sauf que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il ne peut pas y avoir 2 lunes dans le ciel au même moment. Est-ce que tu mangerais ces raisins? Ou tu vois un problème? Ça doit être une sorte de raisin très exotique avec des feuilles de fougère. C'est une journée chargée sur la route et quelque chose a mal tourné. Peux-tu le voir? On dirait qu'il n'y a aucun moyen pour la voie de droite de tourner à droite. Alors, à quoi sert ce panneau? Il y a toujours tellement de choses à faire au bureau. Pas étonnant que les choses soient un peu en désordre. Tu le vois? Ne prévois jamais rien pour le 31 juin. Il n'y a que 30 jours en juin. Vraiment. C'est le moment de faire un mini safari. Peux-tu trouver une grenouille dans cette jungle? La voilà. Quelqu'un a signalé un aigle dans la campagne. Peux-tu aider à le localiser? Bon travail! Ton ami a perdu son chat. Peux-tu l'aider à ramener Monsieur Minou à la maison? Hourra, tu viens de sauver Monsieur Minou. Quelqu'un a dit qu'il avait vu un serpent dans le champ. Peux-tu le trouver avant que ça ne devienne dangereux? Bien joué. Une petite grenouille s'est échappée de son aquarium. Tu la vois? Ouais, elle est juste là. Quelqu'un s'amuse vraiment. Peux-tu dire en quoi la deuxième photo est différente de la première? Facile. La mer nous appelle. Peux-tu trouver 5 différences entre ces 2 photos? Waouh, je n'avais pas remarqué que ce nuage était là. Tu as besoin d'une recharge de vitamines pour continuer. On dirait 2 groupes de fruits identiques. Mais le sont-ils vraiment? Ils sont tous pareils, sauf les pommes. Es-tu prêt pour une aventure en montgolfière? Elle commence dès que tu trouveras 5 différences entre 2 photos. Parfait.
prépare-toi pour le décollage. Tellement de miam sur une seule photo. L'un de ces cupcakes n'est pourtant pas comme les autres. Peux-tu le repérer? C'était facile. Si tous ces artistes se réunissaient, ils pourraient peindre le monde entier. Ils se ressemblent tous, sauf un. La voilà. Jetons des dés. Le gagnant n'est pas comme les autres. Tu le vois? Maintenant, la chance est à toi. 2 voyages en voiture ne seront jamais pareils, même si tu prends la même route. Trouve 5 preuves dans l'image. Celle de l'ombre était compliquée. Ça doit être une blague vraiment drôle. Il y a quelqu'un qui rit et quelqu'un qui rit à gorge déployée. Tu vois l'intrus? C'est ce petit gars juste là. Le soleil est sorti et tout le monde est heureux. Trouve 5 différences entre les photos et profite des bonnes ondes. Tout est dans les détails. On dirait que ça ne se passe pas comme prévu. De plus, il y a 5 moments qui sont complètement différents dans la deuxième photo. Peux-tu les identifier? Les roues, l'herbe, le bandeau... Je vois. C'est l'heure de la plage. Encore une fois, la deuxième photo est différente de la première sur 5 points. Waouh, tu as vraiment besoin d'un œil de lynx pour celui-ci. Certaines personnes savent lire entre les lignes. Toi, peux-tu lire entre les images? Celle-ci était compliquée. Et cette image? Encore une fois, il doit y avoir 6 mots ici. Tu les as trouvés? As-tu déjà construit un château fort avec des couvertures? Ce talent peut t'aider à trouver les 6 mots en un rien de temps. Hurrah, je les vois tous! C'est l'heure des illusions d'optique. Ce que tu vois en premier lieu peut en dire long sur ta personnalité. Qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci pour toi? Si tu as vu 2 crocodiles en premier, tu essaies toujours de garder les choses sous contrôle et d'être responsable de tout. Si tu as repéré un oiseau en premier, tu es super amical et sociable, et tu essaies de trouver un compromis dans n'importe quelle situation. Et celle-ci? Si tu as vu un homme assis en premier, tu es ambitieux et tu sais planifier. Si tu as remarqué le visage d'un homme en premier, tu es une âme créative. Et tu vois toujours quelque chose que les autres ne peuvent pas remarquer dans les choses de la vie quotidienne. Celle-ci semble très simple, mais est-ce vraiment le cas? Si tu vois juste un paysage vert, tu es une personne réaliste qui essaie de résoudre tous les problèmes de manière logique. Si tu as aperçu un serpent, des singes, un crocodile et d'autres animaux sauvages ici, tu es très probablement du genre artiste. Tu accordes beaucoup d'attention aux détails. Qu'est-ce que tu vois ici? As-tu vu 2 écureuils en premier? Tu dois être un super ami et ne peux pas imaginer vivre une journée sans la compagnie des autres. Si c'est le visage d'une jeune femme que tu vois, tu ne te sens jamais seul, même quand tu l'es, et tu apprécies parfois le calme.
Les 7 secondes que tu as pour cette photo commencent maintenant. Si celle-ci est clairement des hommes à cheval pour toi, tu es actif, décidé et ne t'arrêteras pas si tu sais vraiment ce que tu veux. Si c'est le visage d'une vieille dame, tu aimes réfléchir à 2 fois et toujours envisager toutes les conséquences possibles. Et celui-ci. Tu vois une pièce remplie de gens? Tu aimes très probablement être le centre de la fête. Te produire sur scène n'est pas un problème pour toi. Si tu vois un visage à la fenêtre, tu te sens plus à l'aise lorsque tu n'as aucun regard sur toi. Tu préfères aider les autres et tu peux être sincèrement heureux de leur réussite. Bonne chance avec celle-ci, tu as encore 7 secondes. Si tu as vu un ours polaire, tu dois avoir une imagination débordante. Tu préfères souvent rester dans ton petit monde imaginaire parce que c'est mieux que la réalité. Si tu as vu des mains peintes en premier, tu acceptes les choses comme elles sont et tu essaies de tirer le meilleur parti de chaque situation. Maintenant, regarde bien celle-ci. Si cela ressemble à un signe pour toi, la logique est ton meilleur ami. Tu regardes les choses comme elles sont et tu peux résoudre n'importe quel problème. S'il s'agit plutôt d'un écureuil, tu ne t'arrêtes jamais et tu te fixes un objectif après l'autre. Si tu fais des erreurs, tu ne les laisses pas t'arrêter, tu en tires des leçons et tu vas plus loin. Et celle-là? Si ce sont les racines qui ont attiré ton attention en premier, tu as probablement beaucoup de choses à dire, mais tu les partages seulement avec tes amis les plus proches. Ton temps libre est également important pour toi. Si tu as vu les lèvres en premier, tu es facile à vivre et tu te fais rapidement des amis. Tu es têtu dans le bon sens du terme. Lorsque tu es passionné par quelque chose, rien ne peut t'arrêter. Si tu as vu les arbres en premier, tu es la personne à qui tout le monde demande conseil. Il te faut un certain temps pour te rapprocher des autres, mais ensuite, tu restes le meilleur ami pour la vie. Tu vois ce que je vois? Si c'est un couple qui danse, tu dois être dans une relation harmonieuse ou sur le point de rencontrer une personne spéciale. Pour toi, l'amour est un véritable partage égalitaire. Si c'est 2 arbres, l'amour signifie pour toi de surmonter les obstacles. Tu n'aimes pas précipiter les choses et c'est bien pour toi. Si tu vois clairement un homme avec une moustache, tu pourrais te dire que rester seul est la meilleure solution pour toi en ce moment. Prends ton temps, découvre-toi et si cela doit se faire, la situation changera. Bonne chance! Youpi! Tu as réussi à faire ce truc de rêve lucide. Tu sais quand tu es en train de rêver et que tu peux soudainement prendre conscience de toi-même. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ton rêve, avoir des pouvoirs magiques, déplacer des objets avec ton esprit, monter sur un vélo volant, pêcher en étant assis sur un petit nuage. Génial! Mais il y a un mais. Aussi épique que puisse paraître le monde des rêves, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter d'y faire. Tu es dans une maison, mais tu ne sais pas si tu es en train de rêver ou non. Il y a une route, une forêt épaisse derrière, et cette maison... Elle est vieille, mais très soignée et propre. Tu te trouves maintenant dans un long couloir. À ta gauche, il y a un beau salon au look rétro. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? La lumière du soleil s'infiltre doucement à travers les rideaux. C'est magique. Des canapés vintage rouges, un épais tapis vert, une table basse, 2 grandes bibliothèques, un vieux piano dans un coin, des plantes près des fenêtres, mais qui les arrose si personne ne vit ici? Peu importe, regarde ce miroir en pied juste à côté du piano. Lentement, pas à pas, tu commences à marcher vers lui en te demandant ce que tu vas y voir. Arrête-toi tout de suite. La première règle du rêve lucide est d'essayer d'éviter de faire des activités qui te font ressentir trop d'émotions. Le miroir pourrait refléter une version différente et assez déformée de toi-même. Tu pourrais ne pas aimer ce que tu vois. Et si c'était quelqu'un d'autre qui te regardait? Ou si tu réalisais que tes mains sont anormalement longues?
que ton visage est méconnaissable ou qu'il y a quelqu'un derrière toi. Un miroir dans un rêve est certainement la pire façon de le découvrir. Alors essaie de résister à cette tentation. Une fois que tu seras un pro du rêve lucide, tu pourras essayer. Tu avances, découvrant d'autres éléments dans la maison. Soudain, une pensée surgit dans ton esprit. Si c'est un rêve, où est ton vrai corps? Non, ne t'engage pas dans cette voie. Essaie de ne pas penser à ton corps. Si tu le fais, tu risques de perdre ta concentration. La maison disparaîtra et tu te réveilleras. Une fois que tu es dans un rêve lucide, tu dois essayer de prêter attention à ton environnement. Tout le reste, surtout le fait de penser à toi dans ton lit, il vaut mieux éviter. Ok, tu es toujours dans la maison, concentré sur les objets du salon, pas sur ton corps. Il est temps de passer à autre chose, de découvrir autre chose. Attends, arrête. Tu prends soudain conscience que tu es dans une vieille maison effrayante tout seul. Pourquoi es-tu entré? À quoi pensais-tu? Tu commences à te sentir extrêmement mal à l'aise. Et si quelqu'un vit ici? Jusqu'à présent, tu n'as été que dans le salon. Tu fais demi-tour et retournes dans l'entrée. Bon, la porte par laquelle tu es entré est toujours là, mais il y a des escaliers en bois par ici. Tu ne peux pas vraiment voir où ils mènent. Est-ce qu'il fait soudainement un peu plus sombre? Est-ce que le soleil se couche? Toutes tes plus grandes peurs commencent à surgir dans ta tête. Tu entends soudain des serpents siffler et... Est-ce le bruit d'un animal géant? Un dinosaure peut-être? Oh non, il y a aussi un poulet ici. Tes plus grandes phobies réunies en un seul endroit. Le sol commence à trembler, tu paniques et tu te retournes pour fuir. Oh non, la porte n'est plus là. Tu fais un pas et tu tombes dans un puits sans fond. Ce qui nous amène à la deuxième chose à éviter. Essaie de ne pas penser à des choses qui te font peur ou te mettent mal à l'aise. Nous sommes tous curieux des scénarios effrayants, mais ton subconscient contrôle tes rêves. Et il connaît toutes tes peurs refoulées. Un tout petit détail peut rapidement dégénérer et transformer un beau rêve lucide en cauchemar. Ou même te réveiller, ce qui ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Donc, tu reportes ton attention sur les jolies choses de cette maison. Et l'obscurité disparaît. Bien, la porte aussi est revenue. Tu marches dehors jusqu'à la route principale. C'est une belle journée. Oh, n'est-ce pas ton ancienne copine de lycée? Super! Tu pensais justement à elle l'autre jour. Ce sera l'occasion de discuter. Arrête-toi tout de suite. Lorsqu'il s'agit de rêves lucides, moins il y a de lieux ou de personnes réelles, mieux c'est. Le rêve lucide peut te donner l'impression que tout est réel. Ce n'est pas comme si tu allais te réveiller et penser que tu as réellement parlé à cette personne. Mais ton subconscient mémorisera ce que tu as ressenti. Cela peut être un peu déroutant si tu finis par la rencontrer dans la vraie vie. Les rêves lucides peuvent créer de faux souvenirs, ce qui peut entraîner toutes sortes de problèmes dans le monde réel. Alors la maison, la route, la forêt épaisse à côté, ton esprit a trouvé ça tout seul? Bien sûr, les girafes ne sont généralement pas si grandes que leur tête traverse les nuages. Tu ne peux généralement pas voler pour cueillir une pomme sur cette branche en hauteur. Et les éléphants ne portent pas vraiment de superbes colliers ni de boucles d'oreilles. Le pays de tes rêves n'a pas de limite. Alors, profites-en tant que tu es là. Si tu ne le fais pas, tu pourrais te retrouver dans un rêve ennuyeux où tu rates encore une fois ton réveil. Tu pourrais même faire un cauchemar lucide. Ou peut-être que c'est la même chose. Si tu t'excites trop tout de suite, ton rêve lucide pourrait se terminer trop vite. Oui, le rêve lucide est comme la meilleure simulation de réalité virtuelle de tous les temps. Alors essaie de la faire durer. Bien sûr, tu peux voler, voir une magnifique chute d'eau, avoir des pouvoirs magiques, glisser le long d'un arc-en-ciel, profiter d'un paradis tropical avec des noix de coco et des palmiers. Mais attends un peu. Détends-toi et essaie de stabiliser ton rêve avant de te lancer dans tout ça. Commence doucement avec des choses plus normales, comme une route, une maison, une prairie. Et regarde, de mignons petits lapins et un cerf. C'est bien mieux de commencer ton rêve de cette façon. Il faut un certain temps avant de devenir suffisamment habile pour faire toutes ces choses incroyables sans se réveiller. Tu veux que ce soit mémorable et pas seulement ennuyeux ou frustrant, ou pire encore, que ça se termine trop tôt. Mais aussi, continue de bouger,
Ne te promène pas sans but. La forêt, la route, la maison, cela peut sembler intéressant au début, mais tu devrais ensuite passer à des choses plus amusantes. Fais un plan. Dans les rêves lucides, le temps passe plus lentement que dans la réalité, alors profites-en. N'essaie pas non plus de tout contrôler dans ton rêve. Premièrement, cela demande beaucoup d'entraînement et deuxièmement, laisse-toi surprendre par certaines choses. Espérons qu'il ne s'agisse pas de phobies cachées dans les sombres recoins de ton subconscient. Garde les yeux ouverts dans ton rêve, sinon comment vas-tu voir toutes les merveilles de ce monde onirique ? Le fait de fermer souvent les yeux peut être le signe perçu par ton corps que tu veux te réveiller. C'est utile lorsque tu es coincé dans un mauvais rêve et que tu n'arrives pas à faire partir ces créatures effrayantes. Mais si tu es dans un endroit agréable, ne passe pas trop de temps dans tes rêves, qu'ils soient lucides ou normaux. Ils se produisent tous pendant ta phase de sommeil REM, Rapid Eye Movement. Pendant le sommeil non REM, tes mouvements oculaires, ton rythme cardiaque et tes ondes cérébrales ralentissent progressivement. Et puis, boum, la phase REM arrive et ton cerveau commence à s'amuser. Plus de la moitié des gens ont fait l'expérience de rêves lucides au moins une fois, mais peu de gens savent réellement les contrôler. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, car si tu savais qu'il existe un endroit où tu peux littéralement faire tout ce que tu imagines, tu pourrais commencer à perdre contact avec la réalité. Mais une fois que tu y es, ne néglige rien sur ta liste de choses à faire. Que penses-tu de voler ? Tu es au sommet d'une haute montagne, des nuages épais et cotonneux t'entourent. Où est le sol ? Tu regardes en bas, waouh ! Dans ton rêve, tu n'as pas le vertige. Tu sens l'adrénaline circuler dans ton corps. Vas-y, saute, déploie tes ailes. Oui, tu as des ailes maintenant. Imagine que tu veux nager profondément dans l'océan. Tu es sur un petit bateau, tu prends quelques grandes respirations, tu sens l'air vivifiant pénétrer dans tes poumons. Une dernière inspiration, tu t'accroupis et splash. Et le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque tu rêves, l'eau salée ne te pique pas les yeux. Tu te réveilles chez toi et tu prends un parapluie. C'est samedi et c'est la journée du ménage. Tu appuies sur le bouton magique et la vaisselle, les meubles, les murs, le sol et même tes vêtements dans le placard deviennent étincelants de propreté. Comme tu as le reste de la journée pour toi, tu t'allonges sur le canapé impeccable avec ton livre préféré. Ce décor de science-fiction a été la réalité quotidienne de Frances Gabe pendant des décennies. Elle ne faisait pas du tout le ménage chez elle. Elle n'engageait personne pour le faire. Pourtant, sa maison restait parfaitement propre. Frances est née en 1915 dans l'Idaho. Son père, Frédéric, était architecte et entrepreneur en bâtiment. La famille a dû déménager souvent pour son travail et Frances a fréquenté 18 écoles primaires. Elle affirmait que, dès sa naissance, elle était une personne tout à fait inhabituelle et que tout allait beaucoup trop lentement pour elle à l'école. La jeune fille préférait la compagnie de son père et des collègues de travail de ce dernier. Elle les observait et apprenait leur métier. Frances est sortie diplômée du lycée polytechnique pour filles de Portland à 16 ans. L'année suivante, elle se mariait. Dès la fin des années 1970, elle était divorcée et mère célibataire de 2 enfants. Elle a toujours considéré les tâches ménagères comme un travail ingrat et interminable. Un jour, elle a remarqué que de la confiture de figues glissait le long de son mur. Frances est tellement énervée qu'elle a décidé de mettre un terme à tout cela pour de bon. Elle a sorti le tuyau d'arrosage, s'est débarrassée de la confiture et a commencé à concevoir sa propre maison auto-nettoyante. Elle a passé plus de 10 ans et investi des milliers de dollars de ses propres économies pour transformer sa maison de l'Oregon en un immense lave-vaisselle du sol au plafond. En 1984, tout était terminé. Frances a reçu un brevet américain officiel pour sa construction auto-nettoyante. Le système se composait de 68 dispositifs distincts qui rendaient le nettoyage entièrement automatique. Chaque pièce avait des arroseurs au plafond. Frances mettait son imperméable, sortait son parapluie et appuyait sur un bouton pour activer les arroseurs. Il pulvérisait de l'eau et du savon dans un mouvement circulaire. Puis tout était rincé. De l'air chaud passait ensuite par les bouches d'aération pour tout sécher. En moins d'1 heure, les murs, les sols, les salles de bain, les toilettes et la baignoire étaient propres et secs. Les planchers étaient recouverts de plusieurs couches de vernis marin et légèrement inclinés vers les murs. Il y avait des gouttières au bord de chaque pièce. L'eau des arroseurs n'était pas gaspillée. Elle s'écoulait de la maison vers la niche du chien pour le laver lui aussi. Les meubles qui n'étaient pas censés être rincés étaient recouverts de vitrines transparentes en résine acrylique.
Les livres avaient des couvertures imperméables, les papiers étaient conservés dans une boîte en plastique et les tableaux sur les murs, y compris le brevet, avaient des boîtiers en verre pour les garder en sécurité. Des auvents couvraient les lits pour garder le linge sec. Frances a également inventé son propre tissu imperméable pour la tapisserie. Le placard permettait de laver la vaisselle sans aucune aide. Les vêtements pouvaient être placés dans une armoire sur des cintres, lavés et séchés, puis, toujours sur des cintres, ils étaient tirés dans l'armoire avec des chaînes. Les prises électriques étaient toutes couvertes, bien sûr. Il n'y avait pas de tapis ou de rideau. Aucun collecteur de poussière n'était autorisé. Parfois, les tuyaux éclataient et l'eau était projetée dans toutes les directions. Mais dans l'ensemble, tout a fonctionné sans problème pendant environ 20 ans. Frances rêvait de maisons auto-nettoyantes, voire d'immeubles de bureaux, d'hôpitaux et de villages auto-nettoyants dans le monde entier. Son idée était d'aider les mères célibataires et les femmes qui en avaient assez de nettoyer, ainsi que les personnes qui ne pouvaient pas le faire pour des raisons de santé. Elle parcourait les États-Unis pour donner des conférences sur son invention et présenter un modèle de sa conception. En 2002, elle n'avait plus les moyens de faire fonctionner la résidence et de renouveler ses brevets, qui ont donc expiré. Frances faisait visiter la maison, ce qui lui permettait de gagner un peu d'argent, mais ce n'était pas suffisant. Cette situation et les catastrophes naturelles, comme les inondations et les tremblements de terre, ont transformé cette demeure, autrefois la plus propre qui soit, en une construction encombrée. En 2009, la vieille dame a déménagé dans une maison de retraite. Quelques années plus tard, sa propre maison a été vendue à un nouveau propriétaire qui doit désormais la nettoyer lui-même. De nombreuses personnes se sont moquées de cette idée et la révolution de la maison auto-nettoyante n'a jamais eu lieu. Pourtant, les architectes et les constructeurs reconnaissent aujourd'hui que son idée était fonctionnelle et méritait d'être concrétisée. En 1998, alors que les ordinateurs commençaient à prendre leur essor et à accaparer toute l'attention, quelqu'un a eu l'idée brillante d'un distributeur de bonbons motivant qu'il a fait breveter. Il serait équipé d'un capteur optique fixé à votre écran. Le capteur garde un œil sur toutes vos activités et vous récompense avec des bonbons si vous envoyez un courrier de travail ou si vous terminez un long document important. Plus vous effectuez de tâches professionnelles, plus vous recevez de bonbons. En 2001, une pochette de poignée cybernétique permettant de transporter crayons, téléphones, baume à lèvres et autres petites nécessités a été brevetée. Si tu n'aimes pas ratisser les feuilles à l'automne, tu vas probablement adorer cette solution unique que l'inventeur décrit comme compatible avec le mouvement naturel du corps d'une personne. Le pantalon de ramassage des feuilles est doté de tubes flexibles à fermeture éclair fixés aux jambes du pantalon et d'un filet fixé entre les deux pour ramasser les feuilles pendant que tu marches. Les gros tas que tu laisses derrière toi peuvent être facilement enlevés par la suite. La serre en forme de casque a été conçue pour apporter la nature aux citadins. Tu portes sur ta tête un dôme fermé et anti-buée avec de minuscules plantes sur des étagères intégrées. Lorsque tu expires, les plantes se chargent de toutes les mauvaises particules et te rechargent avec l'oxygène le plus pur. Le casque serait équipé d'un système d'interphone pour te permettre de communiquer avec les personnes extérieures à ton dôme. Si tu as un animal de compagnie, mais que tu n'as pas 24 heures dans la journée pour lui accorder toute l'attention physique qu'il désire, tu apprécieras le distributeur de caresses automatique. Il fonctionne aussi bien pour les chats que pour les chiens, avec sa main mécanique et leur joue des airs relaxants. Le gadget est activé lorsque Rififi ou Patapon se trouve sur la plateforme de détection de mouvement. Les oreilles des animaux de compagnie peuvent se retrouver au mauvais endroit, comme dans une assiette de soupe, et répandre la nourriture partout. En 1980, quelqu'un a décidé de remédier à ce problème et a breveté des protections d'oreilles pour animaux légères, réglables et faciles à utiliser. Elles ont été conçues spécialement pour les animaux de compagnie, principalement les chiens qui ont de longues oreilles, afin de prévenir tout contact avec la nourriture. Ils proposaient également de décorer les tubes lors d'occasions particulières. Un masque facial anti-faim a été inventé à la même époque pour ceux qui doivent passer leur journée autour de la nourriture pour des raisons professionnelles. Les chefs, cuistots et autres employés de restaurants qui s'occupent de la nourriture peuvent le mettre et le verrouiller avec un petit cadenas. Il est certes encore possible de respirer et de parler, mais il devient très difficile de manger. Le plus important est de ne pas perdre cette clé, sinon il faudrait suivre un régime perpétuel. Les pantalons traîneaux étaient équipés d'un siège pour glisser le long des collines et de sangles aux jambes et à la taille pour les maintenir solidement attachés à leur propriétaire. Ils étaient configurés pour épouser la forme du corps humain. Pour arrêter la luge une fois arrivé à destination, il suffisait de replier la partie intérieure et de s'éloigner comme si de rien n'était. L'extenseur de tête a été inventé en 1923 pour permettre une meilleure circulation. 2 personnes tenaient une plaque de métal entre leurs dents. Les plaques étaient maintenues ensemble par un ressort. En tirant chacune dans sa direction, les 2 personnes participent à une sorte de tir à la corde, mais pour la tête.
Quelqu'un a eu l'idée brillante d'une montre qui permettrait de savoir combien de temps il te reste à vivre en années, mois et minutes. L'estimation de l'espérance de vie serait basée sur des méthodes statistiques et des facteurs de santé personnelle du propriétaire. La montre était équipée d'un microprocesseur pour stocker les données et d'interrupteurs afin de réinitialiser celles-ci. Le gilet pour animaux de compagnie serait le choix idéal pour ceux qui ne peuvent pas laisser leur compagnon seul à la maison. Il s'agit d'un gilet ou d'une ceinture avec de nombreuses ouvertures tubulaires tout autour du corps du maître. Toute la structure est transparente. Il y a de petits compartiments pour la nourriture et pour sortir l'animal. Un collecteur automatique de pourboire se compose d'une main artificielle et d'une boîte à monnaie que l'on porte à la taille. Lorsque l'argent que quelqu'un dépose dans le tuyau de raccordement ne semble pas suffisant, un panneau « Pas de vente » apparaît. Les chaussures de mer, inventées dans les années 1960, ont permis de marcher sur l'eau. Elles utilisaient des hélices en pied de canard et nécessitaient un très bon sens de l'équilibre de la part du propriétaire pour rester à flot. Tu cours dans la forêt nocturne pendant plus d'1 heure. Tu es plus rapide qu'un guépard. Tu n'es pas fatigué et tu n'as pas froid. Tu entends le déplacement d'une souris entre les racines d'un arbre et tu captes toutes les odeurs de la forêt. Grâce à ta vision nocturne, tu vois un oiseau dans le ciel. Tu peux rester des mois sans nourriture ni eau. Tes branchies te permettent de nager librement sous l'eau. C'est ainsi que l'évolution a créé les humains dans un monde parallèle, des organismes surperformants préparés à tout ce qu'ils pourraient rencontrer dans la nature. Dans notre monde, les choses sont un peu plus compliquées. Nous avons évolué, mais nous ne sommes pas toujours devenus plus forts. Les humains n'ont survécu que parce qu'ils se sont adaptés et ont transformé le monde qui les entoure. Un humain n'a que 32 dents. Lorsqu'elle tombe, elle ne pousse plus. Mais l'évolution ne s'arrête pas. Nos aliments sont devenus plus tendres et plus nutritifs. Tu n'as pas besoin de les mâcher pendant longtemps. Le nouveau régime alimentaire a réduit la mâchoire et agrandi le cerveau. Résultat, il n'y a plus de place pour les 4 dents les plus proches de l'articulation. On les appelle les dents de sagesse. Dans le futur, nous n'aurons que 28 dents. Et même aujourd'hui, 35% des gens n'ont pas de dents de sagesse. Homo sapiens est le seul mammifère à avoir un menton. Il s'agit de la protubérance le long du bord inférieur de la mâchoire. Même nos proches parents, les gorilles et les chimpanzés, ont la mâchoire inclinée vers l'intérieur. Les anthropologues pensent que le menton est le résultat de la réduction du visage humain. Peut-être que dans le passé, le menton soutenait notre puissante mâchoire et renforçait notre force. Au cours de millions d'années d'évolution, le visage a rétréci, mais le menton est resté. Pose ta main sur une surface plane, relie ton annulaire et ton pouce, plie ton poignet et tu verras peut-être le muscle long palmaire. 15% des gens n'ont pas ce muscle. Il n'affecte pas la force de préhension et a aujourd'hui perdu son utilité. Il y a des millions d'années, il permettait à nos ancêtres de grimper adroitement aux arbres. L'évolution nous a privés de cette compétence utile, mais son souvenir est resté en nous. Les chiens, les chevaux, les singes et bien d'autres animaux peuvent bouger leurs oreilles. Cela leur permet de mieux entendre et de communiquer entre eux. Les humains ont un long cou flexible, mais l'évolution les a privés de cette capacité. Pourtant, 20% des humains modernes peuvent le faire. C'est un rappel additionnel d'une époque où nous n'étions pas très différents des autres animaux. 10% des gens ont un tubercule de Darwin dans leur oreille. Dans le passé, nous avions des oreilles pointues ressemblant à celles des macaques modernes, et cette petite bosse en est la preuve. Lorsqu'un manchot empereur fait éclore ses œufs, il ne mange pas pendant 115 jours. Les scorpions peuvent rester sans manger pendant une année entière. L'évolution n'a pas donné aux humains une bosse de graisse semblable à celle des chameaux, ni la capacité d'hiberner comme un ours. Chaque matin, nos ancêtres se réveillaient et luttaient pour leur survie. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour cela. Nous devons donc manger tous les jours. Ce n'est pas très pratique, surtout quand ta nourriture n'est pas vendue dans un supermarché, mais qu'elle court à travers la forêt ou nage dans la rivière. Dans le cerveau humain, à tout moment, 100 milliards de neurones fonctionnent. Grâce à cela, tu as une bonne mémoire et tu peux parler. C'est essentiel pour la survie. Mais un gros cerveau présente un défaut. Pour que les neurones fonctionnent, il a besoin de beaucoup de carburant. Il ne représente que 2,5% du poids du corps, mais consomme 20% de son énergie. En 2 heures de jeu d'échecs, un grand maître brûle 560 calories. Un joueur de tennis professionnel dépensera la même quantité d'énergie en 1 seule heure. Les gros cerveaux nous rendent faibles. Même un petit chimpanzé est beaucoup plus fort qu'un humain. Pourquoi as-tu besoin de muscles si tu ne te balances plus sur les branches? Mais tu as besoin d'un gros cerveau pour négocier et coopérer avec d'autres personnes.
nous sommes devenus plus faibles et nous aimons de plus en plus nous allonger sur le canapé. C'est une position confortable pour réfléchir. La nuit, nos ancêtres étaient particulièrement vulnérables. Lorsque tu dors dans un nouvel endroit, le côté gauche de ton cerveau est plus éveillé que le droit. Cette réaction du cerveau s'appelle l'effet première nuit. Il s'agit d'une ancienne réaction du corps au danger qui rôdait dans l'obscurité. Il y a 40 à 60 millions d'années, l'évolution nous a donné une autre peur. Nous sommes nés avec la peur d'être mordus par un serpent ou une araignée. Apparemment, ces animaux étaient le principal danger pour les premiers primates. Les anthropologues disent que nous sommes devenus des coureurs il y a 2 millions d'années. Des épaules larges permettent de balancer facilement les bras et de garder l'équilibre. Un ligament spécial s'étend de la colonne vertébrale à l'arrière de la tête. Il stabilise la tête pendant la course. Aucun primate n'a de muscles fessiers puissants. Il ne fonctionne à pleine puissance que lorsque tu cours. L'absence de poils et la présence de 3 millions de glandes sudoripares empêchent notre corps de surchauffer. Les humains sont de parfaits coureurs. Mais l'évolution nous a rendus lents. Tu ne dépasseras jamais un chimpanzé sur une courte distance. Et c'est sans parler des guépards. Ils accélèrent jusqu'à une vitesse incroyable de 113 km/h. Mais presque tous les animaux terrestres sont des sprinteurs et ne courent pas pendant plus de 10 à 15 minutes. A l'inverse, les humains sont adaptés aux longues distances. Marcher sur 2 jambes a aidé nos ancêtres à résoudre de nombreux problèmes. Ils ont libéré leurs mains pour transporter de la nourriture ou des outils. 2 jambes et un dos droit ont rendu nos ancêtres plus grands et encore plus effrayants pour les autres animaux. Lorsque tu te tiens sur 2 jambes, tu aperçois rapidement un tigre à dents de sabre qui t'attend dans les hautes herbes des plaines ou de la savane africaine. Le poids de ton corps est réparti sur seulement 2 membres, et cela a des conséquences. Tu peux tranquillement marcher dans la rue, trébucher et te blesser à cause de cela. Considère que c'est le prix à payer pour la marche debout. Alors pourquoi avons-nous besoin d'orteils? Certainement pas pour les cogner au coin des meubles. Lorsque nos ancêtres vivaient dans les arbres, les orteils les aidaient à s'accrocher aux branches. Imagine que tu puisses travailler sur ton ordinateur, faire des dessins ou préparer des œufs brouillés, tout cela avec tes pieds. Ce serait super, mais l'évolution nous a encore privés de cette aptitude. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les arbres, mais nos pieds sont restés souples. En y réfléchissant bien, les sabots nous conviendraient mieux. Ils sont durables et n'ont pas besoin de chaussures. Mais jusqu'à ce que nous évoluions à nouveau, nos pieds resteront fragiles. Ils ont chacun 26 os, ce qui ne rend pas notre marche ou notre course plus sûre. Tu vas au cinéma, tu prends ton seau de popcorn et tu commences à le grignoter en prévision d'un excellent spectacle. Mais ensuite, tu commences à t'étouffer. Ces quelques minutes de toux et de larmes involontaires semblent durer une éternité. L'humain est le seul mammifère qui peut s'étouffer avec sa nourriture. Nous ne pouvons pas manger et respirer en même temps. La raison en est la structure de notre appareil vocal. Ton larynx se trouve dans ta gorge et c'est grâce à lui que tu peux parler, mais pas en mangeant. La chair de poule, ou horripilation, est le nom du réflexe qui rend ta peau non pas lisse, mais bosselée. Cela se produit lorsque tu as froid ou que tu as peur. Nos ancêtres étaient couverts de poils épais. Quand ils avaient peur, les follicules pileux se soulevaient. Cela les rendait plus grands et menaçants pour les autres animaux. Cette réaction naturelle réchauffait le corps alors que l'air devenait plus froid. Le corps des humains modernes n'a plus de poils longs et épais. Mais si ce film est vraiment effrayant ou si tu as oublié ta veste le soir, la chair de poule apparaît quand même. Les ours, les hérissons, les chauves-souris, certaines tortues, les poissons et les insectes, toutes ces créatures ont une chose en commun, elles hibernent. Les scientifiques affirment que nos ancêtres étaient aussi sur cette liste. Dans une grotte du nord de l'Espagne, des chercheurs ont trouvé des ossements fossilisés d'humains préhistoriques. L'analyse a montré qu'il y a 500 000 ans, les humains pouvaient passer plusieurs mois à hiberner comme les ours. Grâce à cela, ils ont survécu à la période glaciaire. Nos yeux nous permettent de voir la poussière dans l'air et les énormes montagnes à l'horizon. Nous voyons le monde en couleurs et reconnaissons les visages des autres. Et lorsqu'il fait plus sombre, notre vision s'adapte rapidement aux nouvelles conditions. Mais nous ne voyons pas bien dans l'obscurité. L'évolution ne nous a pas donné la vue d'un tarsier. Ce primate, de la taille d'une batte de baseball, peut parfaitement voir dans l'obscurité. Les tarsiers pourraient facilement attraper un scarabée volant dans la forêt nocturne. Toutefois, tu ne voudrais peut-être pas que tes yeux occupent la majeure partie de ton visage. Et les scarabées ne font pas vraiment partie de tes encas préférés après la tombée de la nuit, si ? Pendant plusieurs années, le vaisseau spatial Kepler de la NASA a erré dans l'espace. Il a étudié plus de 150 000 étoiles à travers la galaxie.
Cette recherche avait un objectif précis, trouver des planètes similaires à la Terre. Ces planètes pourraient devenir notre deuxième maison, mais cela ne se produira que dans un avenir lointain, lorsque l'humanité commencera à coloniser l'espace. La mission a été un succès. Kepler a trouvé des tas de planètes qui ont été baptisées Super-Terre. Mais dans notre système solaire, pas une seule planète ne peut être qualifiée de Super-Terre. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait se cacher quelque part à la périphérie de notre système. Mais personne n'en a trouvé de preuves tangibles. Une Super-Terre semble impressionnante, mais en réalité, il est peu probable qu'elle ressemble à notre planète. Dans tout l'univers, il existe de nombreuses Super-Terres de ce type. Pour devenir une Super-Terre, une planète doit peser de 1 à 10 fois la masse de notre planète. Elle doit aussi faire 2 fois sa taille et être alimentée par l'énergie d'une étoile. Ce sont là tous les critères. La surface d'une telle planète peut être rocheuse ou gazeuse ou même mixte. Imagine que tu vis sur une telle planète. C'est la même que la nôtre, avec une atmosphère, un climat et un paysage similaires, mais plusieurs fois plus grande. Notre vie serait différente ici. À cause de la masse accrue, la gravité sur cette planète est beaucoup plus forte. Il n'y a pas de hautes montagnes ou d'arbres dans ce monde. L'Everest est plusieurs fois plus petit. La plupart des arbres ne poussent pas plus haut qu'un immeuble d'un étage. Les gens sont aussi plus compacts. Il est difficile pour le corps de grandir lorsque la gravité fait pression sur lui avec une force double ou triple. La taille moyenne d'un adulte est d'1 mètre. Il y a presque 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui. Dans les grandes villes, les gens se sentent à l'étroit. Mais sur la Super-Terre, la superficie est 2 fois plus grande. Les gens sont aussi plus petits. Ils conduisent de petites voitures et vivent dans de petites maisons. C'est pourquoi il y a beaucoup plus d'espace. L'air est plus pur et toutes les régions de cette planète ne sont pas encore entièrement explorées. Les jours et les nuits durent plus longtemps ici que sur notre bonne vieille Terre. Aujourd'hui c'est lundi et mardi commencera dans 48 heures, mais les gens n'ont toujours pas assez de temps libre. Les heures de travail sont plus longues désormais et ils ont tous besoin de plus de temps pour dormir, se reposer et se déplacer. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens sont désormais beaucoup plus forts et plus résistants. Si une personne ordinaire arrive sur la Super-Terre, elle aura l'impression de porter un lourd sac à dos rempli de briques. Ses muscles ne seront pas habitués à porter une telle charge à tout moment. Même pendant son sommeil, elle se sentira lourde. Chez une personne non préparée, cette pression peut endommager les os et les muscles et entraîner des conséquences désagréables. Mais comme les gens vivent sur la Super-Terre depuis des milliers d'années, ils ont évolué et se sont adaptés aux nouvelles conditions. Sur cette planète, les os humains sont aussi solides que le fer. Les muscles sont aussi durs que la roche. Les gens sont des créatures petites mais puissantes, mais ils ne connaissent pas leur propre force. Tout ce qui les entoure est lourd, et c'est la norme. Les arbres sont plus robustes et leur bois est plus durable, ce qui signifie que les meubles sont plus massifs. Une simple feuille de papier sur la Super-Terre peut peser 10 fois plus que celle à laquelle nous sommes habitués. Une voiture de taille standard peut peser autant que 2 camions de pompiers, et une cuillère à café est plus lourde qu'un haltère. Mais comme le poids de tous les véhicules est plus important là-bas que sur notre planète, les gens ont besoin de plus de puissance et de carburant pour atteindre des vitesses élevées. Ils utilisent beaucoup d'essence. Il faut énormément de ressources pour envoyer des fusées dans l'espace. Il faut plus de carburant pour vaincre la gravité de la Super-Terre et quitter son atmosphère. Les vaisseaux spatiaux doivent aussi peser moins lourd. Quand tout est si lourd et dense, tu ne te sens pas super fort. Mais disons que tu es un résident de la Super-Terre et que tu décides un jour de visiter notre bonne vieille Terre. Ici, à l'inverse, tu deviens un surhomme. Tu peux t'approcher de n'importe quelle voiture, mettre tes mains contre le coffre et commencer à la faire bouger. Dans la salle de sport, tu soulèves facilement n'importe quel poids. D'un seul coup de poing, tu peux laisser une fissure dans un mur de béton ou briser une planche de bois. Tout cela semble extrêmement impressionnant, compte tenu de ta petite stature. Tes jambes, habituées à de lourdes charges, se sentent si légères ici. Tu peux facilement sauter d'un toit à l'autre. Si tu tombes accidentellement d'un immeuble de 2 étages, ton corps ne subira aucun dommage grave. Ta peau ne sera pas éraflée, tes os résisteront facilement à la chute. Sur Terre, tu deviens un super-héros. Malheureusement, une Super-Terre avec les conditions parfaites pour les humains n'a pas encore été trouvée. Ces planètes sont encore mal comprises. Elles peuvent même présenter un danger pour les humains. Une grande masse signifie une énorme quantité d'énergie. Et cette énergie doit être libérée. Si nous vivions sur la Super-Terre, les éruptions volcaniques seraient aussi fréquentes que les orages. La gravité accrue pourrait aussi provoquer le déplacement d'un plus grand nombre de plaques tectoniques. Le paysage et la croûte de la planète seraient très instables. Imagine que des tremblements de terre te réveillent tous les jours. De telles conditions encourageraient les gens à développer un grand sens de l'équilibre. Il y aurait aussi des technologies spéciales pour renforcer les fondations des maisons. Les déplacements fréquents des plaques tectoniques déclencheraient d'énormes tsunamis. Les océans changeraient constamment de forme. De vastes étendues de terre seraient inondées.
Dans des conditions aussi changeantes, les gens ne pourraient jamais construire de villes permanentes et vivre confortablement. De plus, si jamais des gens venaient ici, il leur serait difficile de s'envoler à cause de la puissante force gravitationnelle de la planète. Les objets spatiaux qui passent devant la super-Terre auraient plus de chances de tomber sur la planète. En plus des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, il y aurait de fréquentes pluies de météores. Et il ne s'agirait pas seulement de minuscules roches qui s'évaporent dans l'atmosphère. D'énormes astéroïdes pourraient être déviés de leur trajectoire par la gravité de la planète. Les gens devraient construire une machine capable de détruire les météorites avant qu'elles n'entrent dans l'atmosphère. Mais même s'ils réussissaient, des centaines de morceaux de roches spatiales tomberaient quand même sur la super-Terre. Après toutes ces catastrophes, les gens comprendraient très probablement qu'il n'y a qu'une seule super-Terre. Et c'est notre planète natale. La pire chose qui puisse arriver à la Terre est le durcissement de son noyau. Dès qu'il cessera de fonctionner, la planète perdra le bouclier qui la protège et nous protège des radiations spatiales. Les tempêtes solaires et les explosions d'énergie peuvent créer de graves problèmes pour les gens. Tous les appareils électroniques cesseront de fonctionner normalement. Internet, les centrales électriques, les feux de circulation, les ordinateurs, les avions, tout. Pour survivre dans un tel environnement, les gens devront vivre sous un énorme dôme qui ne laissera pas passer les radiations et les météorites. Mais de nombreuses super-terres ont des conditions encore plus extrêmes que cela. Par exemple, il existe une planète où la température de l'air est si élevée que les métaux s'y vaporisent. Il est peu probable que des formes de vie puissent apparaître dans un tel endroit. Mais si les gens devaient y évoluer, notre espèce serait invulnérable. Imagine des créatures recouvertes d'une peau plus solide et plus élastique que n'importe quel matériau sur Terre. Traverser le feu serait pour elles aussi ordinaire que de respirer de l'air. Les habitants de ce monde essaieraient probablement de s'emparer d'autres planètes. La seule chose à laquelle ils ne résisteraient pas seraient les basses températures. Une légère brise chaude leur semblerait être une rafale de vent glacé. Il existe une autre super-terre semblable à celle-ci. Elle reçoit d'énormes quantités d'énergie de l'étoile la plus proche. À cause de cela, les températures y sont si élevées qu'elles détruisent même les molécules. Dans les profondeurs de l'espace, les scientifiques ont trouvé une autre super-terre. Elle fait 2,5 fois la taille de notre planète et est entièrement recouverte d'eau. Il n'y a pas une seule parcelle de terre ferme. La planète est lourde, c'est pourquoi elle est un peu inclinée sur le côté. Lorsque cette super-terre tourne sur son axe, l'eau coule d'un côté à l'autre. Les tsunamis massifs et destructeurs sont fréquents sur cette planète. Si des gens vivaient là-bas, ils ressembleraient plus à des amphibiens qu'à des humains. Une autre super-terre se trouve à 6 années-lumière de nous. Sa masse est 3 fois supérieure à celle de notre Terre. La planète met environ 233 jours pour faire le tour de son étoile et cette planète ne reçoit que 2% de l'énergie de l'étoile. La surface de ce monde est un endroit sombre recouvert de glace. L'une des planètes les plus étonnantes qui existent semble assez amicale et potentiellement habitable. Tout comme notre Terre, elle brille d'une lumière bleue. Mais son apparence est trompeuse. Sur cette super Terre, les vents soufflent à 7 fois la vitesse du son. Mais le principal danger, ce sont les pluies de verre. Des milliards d'éclats transforment en poudre tout ce qui se trouve sur leur chemin. Tu te sens un peu étourdi, suspendu dans les airs à 10 étages au-dessus du sol. Les seules choses qui t'empêchent de tomber sont l'une de tes mains et tes pieds nus. Il y a une foule rassemblée juste en bas, très loin. Les gens qui semblent aussi minuscules que des fourmis n'arrêtent pas de crier et de te montrer du doigt. Toi et ton précieux chargement. La vieille dame que tu portes semble frêle et terrifiée. Et pourtant, ses mains sont fortement agrippées au chat qu'elle serre contre sa poitrine. Un incendie fait rage au-dessus de vos têtes et les flammes jaillissent des fenêtres. La fumée te brûle encore la gorge. Tout a commencé il y a 3 semaines. Tu regardais un match de foot et ton équipe était en train de perdre. Au bout d'un moment, tu n'en pouvais plus, tu t'es levé du canapé et tu as commencé à faire les 100 pas devant la télé. À un moment, tu étais tellement agité que tu as frappé dans le mur avec ta main ouverte et tu es resté bloqué. Ta première pensée n'était pas très cohérente. C'est quoi ce truc collant sur le mur ? Doigt par doigt, tu as décollé ta main, puis tu as examiné le mur. Quelques minutes plus tard, tu as enfin compris. Il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Mais pas avec le mur, avec tes mains. Après quelques expériences, tu t'es rendu compte qu'elles adhéraient à toutes les surfaces. Tu as essayé le sol, les vitres, les murs, les objets. Tu as même réussi à t'accrocher au plafond. Cette dernière idée n'était d'ailleurs pas si géniale. Pendant près de 10 minutes, tu es resté suspendu à côté du ventilateur, ne sachant pas comment redescendre.
Une fois libéré, tu t'es assis sur le canapé et tu as commencé à réfléchir. Quels animaux peuvent grimper sur des surfaces verticales et même se tenir à l'envers? Les escargots et les limaces? Mais ils produisent un mucus gluant qui les aide à se déplacer. Tu regardes tes paumes, pas de substance gluante. Ok, c'est quoi la suite de la liste? Les araignées? Tu as recherché sur Google et tu as découvert le secret de leur super adhésion. C'est grâce aux minuscules poils au bout de leurs pattes. Ils créent d'innombrables points de contact entre l'araignée et la surface sur laquelle elle se trouve. Ton regard s'est alors posé de nouveau sur tes mains. Sont-elles poilues? On ne dirait pas. Tu t'es alors souvenu avoir lu que plus un animal est grand et lourd, plus ses poils sont petits. Par exemple, un poil de scarabée représente environ 1/10 de sa taille. Mais celui d'un gecko ne représente plus qu'1/50 de sa taille. Se pourrait-il alors que tes mains soient couvertes de minuscules poils, mais que tes yeux ne les distinguent pas? Tu as alors pensé à autre chose et tu as voulu voir jusqu'où allait ton nouveau pouvoir. Pouvais-tu par exemple vraiment marcher sur le plafond? Au cours d'une nouvelle série d'expériences, tu as découvert que la plante de tes pieds était comme les paumes de tes mains. Tu as commencé à avoir des vertiges après 3 minutes de suspension la tête à l'envers. Tu n'arrivais pas à te décoller et tu devais faire attention à ne pas te cogner contre le ventilateur du plafond. Et malheureusement, tu n'arrivais pas à voler d'un mur à l'autre comme le font certains super-héros. Aïe, cette expérience fut douloureuse. Après avoir joué pendant quelques heures et ignoré 7 appels de ton patron, probablement très en colère, tu as décidé de sortir. Ton appartement est au 4e étage. Pas trop haut, mais rien de très enviable si tes nouveaux pouvoirs cessaient soudainement de fonctionner. Tu as bu un peu de jus d'orange pour te donner du courage et tu as ouvert la fenêtre. Les voitures qui circulaient en bas semblaient d'un coup beaucoup plus petites qu'avant. Bizarre, non? Tu as respiré et tu as fait un pas en avant. Ouf, au moins tu n'étais pas en train de tomber en chute libre. En fait, tu étais fermement collé au mur à côté de ta fenêtre. Il était temps de bouger. Tu avais presque atteint le 2e étage quand tu as décidé de faire une pause. C'est alors que tu as remarqué un visage pâle avec la bouche grande ouverte et une étrange émotion dans le regard, ressemblant à de la terreur. C'était ton voisin du dessous, mais tu ne pouvais pas lui dire qu'il n'avait rien à craindre, il ne t'entendait pas et semblait plus occupé à attraper son téléphone. Allait-il appeler la police? Effectivement, quelques minutes plus tard, tu entendais les sirènes et en un rien de temps, plusieurs personnes tentaient de te calmer en criant « Les secours arrivent, tenez bon !» comme si quelque chose de terrible pouvait arriver depuis le 2e étage. Mais pourtant, cette situation est vite devenue trop lourde pour toi. Tu étais tellement stressé qu'au lieu de descendre, tu t'es mis à remonter vers ton appartement. Tout est alors redevenu silencieux. Tu t'es réfugié dans ta salle de bain et tu as bu un autre jus d'orange. Une demi-heure plus tard, tu t'es rapproché de la fenêtre et la rue semblait enfin s'être vidée. Les jours suivants, tu es resté chez toi, sentant que ton voisin faisait tout pour t'éviter. Et après avoir accepté cette triste vérité, tu as dû retourner au travail. En arrivant au bureau, ton patron était furieux et tu as passé une bonne demi-heure à te disputer avec lui, puis tu étais libre d'aller rattraper tout ton travail en retard. À la fin de ta journée de travail, tu avais l'impression qu'un diplodocus t'avait mâché puis recraché. Mais la seule issue était bloquée par ton chef, qui parlait à l'un de tes collègues. Et il ne semblait pas prêt de terminer cette discussion. Mais hé, tu avais de super pouvoirs après tout. Autant en profiter pour filer en douce. Tu as alors ouvert la fenêtre et tu t'es glissé à l'extérieur. Tu étais déjà bien plus habile. Au cours des semaines suivantes, tu as découvert de plus en plus d'applications de cette super capacité. Par exemple, tu pouvais changer les ampoules sans monter sur une chaise. Tu devais juste le faire en moins de 3 minutes avant d'avoir le vertige. Tu as gravi la montagne, chose dont tu rêvais depuis toujours. Un soir, tu as même essayé d'escalader un gratte-ciel, mais tu t'es fatigué avant d'atteindre le sommet. Tu as sauvé d'innombrables chats coincés sur les toits et dans les arbres. Et tu as même vécu une histoire criminelle. Un soir, une bande d'agresseurs t'a encerclé. Ils voulaient te prendre ton argent et ton téléphone, mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu escalades ce mur lisse et vertical. Cela leur a donné une peur bleue. Et puis cet incendie est arrivé. Tu te rendais au travail quand tu as vu des flammes jaillir d'un appartement situé au 10e étage. Une foule s'était déjà rassemblée en bas de l'immeuble, tu les as rejoints et quelqu'un a dit qu'une vieille dame vivait dans cet appartement avec son chat. Tu as alors compris que le moment était venu pour utiliser tes capacités. Tu as retiré tes chaussures et as commencé à escalader la façade de l'immeuble sous les cris et les acclamations. Après avoir atteint la fenêtre, tu l'as brisée et t'es prudemment glissé à l'intérieur. Ce jour-là, la chance était de ton côté. D'une part, la femme était toute petite, donc ça allait être facile de la porter.
Mais encore mieux, son chat était avec elle dans la pièce. La vieille dame ne t'a pas demandé plus d'explications, elle a pris son chat, tu les as attrapés, et l'instant d'après, vous voilà là, dehors. Une fois au sol, la dame est prise en charge par les médecins, et toi, tu te retrouves entouré de journalistes. Une avalanche de questions et de flashs s'abat sur toi. Beaucoup de gens ont filmé ton acte héroïque. Il ne faut donc pas longtemps pour que tu deviennes une superstar. Au début, tu te sens intimidé, mais rapidement, tu réalises que ce genre de popularité peut te rapporter beaucoup d'argent. Tu es invité à de nombreuses émissions de télévision. Des tas de marques veulent que tu fasses de la pub pour elles, des illusionnistes te demandent de participer à leur spectacle. Tu deviens célèbre dans le monde entier. Ton visage apparaît partout, tu gagnes assez d'argent pour voyager en jet et séjourner dans les hôtels les plus luxueux. Mais un an après avoir découvert tes pouvoirs, tu lis un article de presse. Une autre personne a acquis la même capacité. Et chaque semaine, de plus en plus de personnes découvrent qu'elles peuvent elles aussi marcher sur les murs. Dans quelques années, cette capacité ne sera plus considérée comme exceptionnelle. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est accepter le fait que tu n'es plus unique. Mais tu vérifies ton compte en banque et tu souris, heureux de savoir que c'était toi le premier.